Le débat du dimanche, bonsoir et bienvenue à ce numéro qui sera essentiellement consacré à Ebola, Ebola au Mali et également le Maroc qui renonce à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, des sujets qui seront abordés par nos invités. Adam Cham du Républicain, Alexis Calambri des Échos, Makan Kone de Nouvelles Libérations et Serge Daniel, journaliste écrivain. Après les dispositions prises suite au décès de la fillette de Caille, l'on pensait le Mali définitivement à l'abri de la propagation de la fièvre à virus Ebola, mais c'était sans compter sur la négligence coupable de personnel de santé. Nous écoutons ici le professeur Samba Ousmane Sow qui fait le bilan et on se retrouve juste après. Nous sommes au total à 45 cas de suspicion de maladie à virus Ebola. Et quant à la confirmation, il y a un total de 4 cas confirmés. Et sur ces 4 cas confirmés, il y a 3 décès. Et pour l'instant, on a 2 autres suspicions en cours de route. Mais là, hélas, il s'agit de corps suspects sur lesquels il y a eu des prélèvements. Et ces prélèvements sont en train d'être techniqués en ce moment au laboratoire. Voilà, Magankole, les Maliens s'étaient réjouis quand l'OMS, quand le gouvernement avait publié un communiqué comme quoi les personnes qui avaient été mises sous quarantaine après le décès de la fillette de Caille avaient été testées négatives. Ça a été une joie de courte durée puisque seulement quelques heures après, on apprend ce qui s'est passé dans cette clinique-là. Bien sûr, de très courte durée. D'ailleurs, moi... Vous avez dit dans l'entame de vos propos, vous avez parlé de négligence des services sanitaires. Pas que négligence des services sanitaires, négligence des services de sécurité à la frontière, négligence des Maliens eux-mêmes. Parce que ce cas, c'est clair, peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec moi, c'est les Maliens, on a pris une voiture tranquillement pour aller prendre un malade d'Ebola en Guinée, et l'asseoir, l'installer confortablement dans une voiture, et venir infecter des Maliens, tuer des Maliens. Ça, il faut que les gens rendent compte par rapport à cela. Maintenant, par rapport à Ebola, je crois qu'il y a 2 exemples que 2 pays nous ont montrés il n'y a pas longtemps. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Nigeria. Le Nigeria n'a plus de... Il n'y a pas d'épidémie, ils ont lutté contre ça. En RDC aussi. En RDC aussi, ouais, récemment RDC. Ouais. La Côte d'Ivoire, elle fait quand même frontière avec tous ces pays qui sont les pays les plus affectés par le virus aujourd'hui. Mais il n'y a pas un cas en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un cas. C'est les sérieux déjà. Et puis, donc, il faut que les gens rendent compte, moi, à mon avis. Et la clinique, et ceux qui ont laissé le vieux rentrer, et ceux qui nous ont même menti, entre guillemets, parce que le vieux est mort 2 semaines avant qu'on nous parle d'Ebola. Il a fallu que le jeune décède pour qu'on dise que le vieux même est mort d'Ebola. Okay. Alexis Calambri. Oui, ce qu'il dit en partie est soutenable, en ce sens qu'il y a eu défaillance sur la chaîne. Normalement, il est connu que nous avons un système de contrôle à la frontière, un cordon sanitaire, et c'est quand même paradoxal que pour une fois, dans notre pays, ça entre par le système sanitaire, là où la protection devait se faire. Mais je pense que, effectivement, certes, il y a négligence coupable. Mais bon, l'heure doit être à la lutte, à la prévention et le reste pourra se voir après. Serge Daniel, sur la question. Il faut peut-être faire un constat et avancer sur le dossier parce qu'il ne faut pas se limiter à oui, il faut condamner, mais qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on s'attendait à, il y avait, Macron le disait tout à l'heure, la bonne nouvelle, non c'est vous qui le disiez, il y avait la bonne nouvelle, c'était à Caille. Le cas de la fillette qui est venue de Caille, moi je m'étais rendu à Caille à l'époque, il y avait tout un dispositif de sécurité, tout un dispositif piloté par le professeur Sow, le professeur Koulibaly, l'ancien directeur de l'hôpital Gabriel Troué. C'était admiratif ce que moi j'avais vu en tout cas à Caille en termes d'organisation pour faire face à la maladie dans les quartiers, comment ne pas stigmatiser les gens, comment mettre sous surveillance les gens. Donc ce cas-là, on déclarait à peine cette filière morte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de virus de contagion par le biais de cette fille quand l'histoire de la clinique Pasteur a éclaté. C'est quand même terrible. Ça prouve une chose, que les mêmes dispositions qui ont été prises dans les centres de santé publics n'ont pas été prises probablement dans les centres de soins privés. Il faut ouvrir une information judiciaire, ça c'est la moindre des choses, ça c'est obligatoire pour savoir effectivement ce qui s'est passé, et maintenant il faut avancer dans la lutte, j'espère qu'on en parlera, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la situation, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Adam Cham.
c'est un miracle que le cas de la fillette de Caille n'ait pas donné lieu à des contaminations. Mais je pense très honnêtement que nous devons plus à la chance qu'à la qualité des interventions. Parce que cette fillette et sa grand-mère ont traversé quand même la Guinée, le Mali, ils ont pris des bus, ils ont pris des taxis. Et puis, bon, les personnes qui ont été mises sous surveillance n'ont pas développé de maladie à l'issue du seuil d'observation de 3 semaines. C'est une vraie chance. Le cas de l'Institut, de la clinique Pasteur, est différent. C'est la première fois donc que la maladie entre chez nous par une structure sanitaire. En Guinée, c'était quelqu'un qui a ramassé une chauve-souris. En Sierra Leone, c'était parce que les gens y mangeaient peut-être du gibier. Mais cette fois-ci, c'est entré par une structure sanitaire. C'est important de savoir ce qui s'est passé. C'est important de savoir si la clinique Pasteur est allée chercher quelqu'un en Guinée qui avait des suspicions d'Ebola ou si et la personne est venue par un autre moyen. C'est important de savoir tout ce que la clinique a fait à partir du moment où il y a eu des suspicions d'Ebola. En tout cas, quand l'infirmier a été déclaré malade. Donc, ce qui s'est passé, nous devons le savoir. Nous devons le savoir de manière vraiment très claire et très nette. Et sans préjudice des mesures que nous devons prendre actuellement. Je ne pense pas que nous devions être dans le déni. Nous avons des chiffres différents de ceux de l'OMS. C'est important de savoir pourquoi. Nous pensons effectivement que à partir du moment où la Haute-Guinée est aujourd'hui une zone d'épidémie, donc Kouroussa, Kankan, Sigiri, etc., c'est extrêmement difficile que notre pays échappe parce que la solution, c'est quand même pas fermer la frontière. On peut même pas fermer la frontière. La solution, c'est des mesures de vigilance aux frontières et puis, bon, aussi au sein de la population. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le dispositif mis en place d'abord au niveau de la frontière avec la Guinée est un dispositif, la capacité de riposte est quasi nulle, d'autant qu'un premier cas, la fillette s'est avérée, ensuite il y a eu un deuxième cas. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir intégralement ce dispositif, puisqu'à l'heure du Mila, le constat sur le terrain, c'est que sa capacité de riposte est nulle, et les faits l'ont démontré à l'accident. En tout cas, à ce jour, on n'a pas vu ou entendu un cas qui a été stoppé grâce à ce dispositif-là. Il y a eu quelques reportages sur le dispositif à la frontière, mais personne ne pense que, disons, c'est huilé. Peut-être le président s'y déplace lundi après-midi, certainement. Ça va donner plus de poids au cordon sanitaire, mais effectivement, il y a lieu de s'interroger sur sa capacité actuelle. Ok, Serge, est-ce que l'un des défis aussi, c'est quand on met en place un dispositif, la moindre des choses, c'est de faire le suivi. S'il y a des failles, souvent, c'est de sanctionner. Avant même d'ouvrir une information judiciaire, il y a un ordre des médecins. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'au niveau de la corporation, qu'il y ait d'abord cette sanction des pairs? Parce que nous-mêmes qui sommes journalistes, par rapport au contexte, on ne va pas accepter d'hospitaliser quelqu'un qui provient d'un pays exposé. Quand même, ça, c'est la moindre des choses. Avant même l'information judiciaire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'au niveau de la corporation d'abord, entre médecins, qu'on sanctionne déjà le coupable avant d'en venir à la suite des opérations? Le problème, c'est que pour savoir le coupable, connaître le coupable ou les coupables, il faut mener une enquête. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant qu'on mène l'enquête, ce qui serait intéressant, effectivement, c'est de suspendre, si vous voulez, certains responsables. Et je crois que demain, lundi, il y a une réunion des médecins, d'après ce qu'on a appris. Peut-être que c'est pour ça qu'ils se réunissent en partie. Donc, il faut dégager les responsabilités. Mais vous parliez tout à l'heure de dispositifs à la frontière. Il y a eu une annonce ce week-end de la part du gouvernement, c'est-à-dire que les frontières ne seront pas fermées, mais il y aura seulement, Recouvré-Malais, un seul point de passage désormais. Lundi,
Alexis vient de le dire, il y aura l'installation d'un site d'isolement à la frontière. Peut-être qu'il fallait le faire avant, mais il n'est jamais trop tard. D'isolement pour que ceux qui viennent et qui sont atteints ou bien des cas suspects soient isolés sur ces sites-là et qu'il y ait un renforcement du dispositif. On va voir ce que ça va donner. Le Mali a 3 choses à faire aujourd'hui. La première chose, c'est d'empêcher qu'il y ait d'autres cas par les frontières. La deuxième chose, c'est de soigner ceux qui sont malades. Et la troisième chose qui me paraît fondamentale, et mon cousin Adam Thiam le disait tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on sache réellement le nombre de cas que nous avons aujourd'hui au Mali, parce que si on ne sait pas exactement le nombre de cas que nous avons au Mali aujourd'hui, nous ne pourrons pas soigner les gens. Et cette maladie est parfois comme un cancer qui se métastase, et vous aurez des gens atteints ici qui vont aller à Mopti, qui vont aller à Tombouctou, et qui vont répandre la maladie à travers le pays. Donc il faut être véritablement plus vigilant pour arriver à bout de cette maladie. Ensuite, Adam. Moi, je crois que c'est trop facile de dire c'est fait, avançons, après on va... Non, c'est comme ça qu'est arrivé le cas de la petite fille. La petite fille est décédée ici. Maintenant, et on sait bel et bien, aujourd'hui c'est connu de tous, les gars de la polyclinique l'ont reconnu. Le virus est rentré à travers le vieux dans le pays. Le vieux a été hospitalisé et décédé à la polyclinique Pasteur. C'est connu. Le jeune Diarra. Qui peut aller dire à la famille du jeune Diarra, avançons d'abord, trouvons une solution après? Non. Les deux vont de pair. Il y a des gens qui ont commis une faute. Il faut qu'on sache, il faut qu'ils soient sanctionnés, en tout cas qu'on les interpelle, qu'ils viennent s'expliquer pour quelles raisons on hospitalise un malade venu de Guinée, qu'il décède 2 semaines après, qu'il a fallu que ce soit l'infirmier qui décède pour qu'on reconnaisse même que le vieil imam est passé par la polyclinique Pasteur. Ça, c'est connu de tous. On n'a pas besoin d'attendre pour cela. Ça, c'est clair. Maintenant, pour la frontière, c'est pas... Quelqu'un l'a dit, qu'il n'est jamais trop tard, c'est vrai. Mais il est quand même trop tard pour ceux qui sont déjà morts d'Ebola. Ça, il faut aussi le dire. Maintenant, l'information, il est mieux de nous dire exactement combien sont morts, de parler. C'est pas la panique. Faut pas paniquer. Faut pas. Ouais, mais bon, attends, d'accord. Okay. Faut pas paniquer, mais faut pas aussi banaliser. C'est ça la vérité. Le fait de dire qu'il y a 3 morts au lieu pendant qu'il y a 10 morts, c'est banalisé. Maintenant, moi, j'ai appris que il y a certains... Pas 10 morts officiellement. Non, on va rester sur le bilan officiel. J'ai dit de ne pas banaliser. J'ai dit non, c'est un exemple. Si on nous dit 3 morts pendant qu'il y a 10 morts, c'est ça banaliser. Et là, c'est encore pire. Maintenant, moi, j'ai appris qu'il y a des agents chargés de prendre la température qui sont des pharmaciens. Ce ne sont pas des épidémiologistes, je ne suis pas un technicien. Mais que même les agents chargés de prendre la température des gens en observation ne sont pas des spécialistes. Ils ne doivent pas faire ça par rapport à Ebola. D'accord. Ok, Adam Thiam. Non, mais j'ai horreur de venir à la rescousse de Serge, mais je le fais pour la première fois. C'est-à-dire, il n'a pas dit qu'il ne faut pas investiguer sur ce qui s'est passé. Non, il a dit... Tout de cette table, ça me dit que, bon, essayons de trouver une solution d'abord. Attendez un peu. Non, on ne le dit pas. On ne le dit pas. On ne le dit pas. On dit pendant que on est en train d'investiguer sur ce qui s'est passé. Et c'est important de savoir ce qui s'est passé. Il faut mettre en place effectivement une réponse nationale. Une réponse nationale suppose que nous avons aussi des capacités pour le faire. Et la question des moyens, la question des ressources humaines, ça fait partie des capacités. Et je crois que ça, c'est notre grande plaie. Ebola a démontré dans tous les pays, dans tous ces pays qui ont les mêmes caractéristiques que nous, que le premier problème, c'est la capacité d'exécution nationale. Donc, la capacité de réponse du gouvernement et des structures sanitaires par rapport à une épidémie qui peut vraiment contaminer de manière exponentielle. Mais on doit dire ceci. Moi, j'ai écouté le professeur Samba Diallo tout à l'heure. J'ai pas très bien compris, mais je dois dire qu'à 1h du matin, j'ai ouvert mon mail et il y avait un message du ministre de la Communication qui est très très clair, qui fait le point sur l'épidémie aujourd'hui, à condition que ces chiffres soient fiables. Et les chiffres ne peuvent être fiables que s'ils sont comparés et confrontés avec ceux des humanitaires et ceux de l'OMS. Et je crois que c'est ce travail de conciliation des chiffres qu'on doit faire, parce que le déni n'est pas possible. La Guinée, l'épidémie qui a fait 1700 morts en Guinée aujourd'hui, c'est dû d'abord au déni.
et au déni, à faible capacité de réaction de l'État, et puis à l'auto-glorification, parce qu'on a entendu le président de Guinée Mouma dire que l'épidémie est arrêtée, et c'est à ce moment qu'il y a eu effectivement une seconde vague d'épidémie qui embrasse aujourd'hui la Haute-Guinée. Moi, je voulais ajouter que franchement, et je le pense, il y a un effort de communication de la part du gouvernement depuis 48 heures. C'est pas à vous seul que le ministre de la Communication va les communiquer à 1 heure. J'ai reçu le même communiqué. Ouais, moi aussi, j'ai reçu le même. Alors ne dites pas que vous êtes un privilégié du ministre de la Communication qui est un ancien d'Africable. Donc, je pense qu'il y a un réel effort de communication de la part du gouvernement. En revanche, c'est la communication transversale qui ne me paraît pas forcément tout le temps adaptée. Je m'explique. On estime par exemple que le ministre de la Jeunesse et des Sports, il lui appartient à lui d'aller parler au Conseil national des jeunes. On estime que le ministre de la Communication, c'est son rôle de parler aux journalistes. On estime que le ministre de la Santé, c'est son rôle de parler aux personnels de la santé. Je pense qu'il faut faire attention pour ne pas disperser les forces. Sinon, il y a, à mon avis, un réel effort de communication. Chaque jour, il y a un communiqué aujourd'hui où on décrit la maladie. Il y a eu 3 cas suspects et c'était la lueur d'espoir que moi je voyais parce qu'aujourd'hui, il y a 3 cas suspects qui ont été révélés négatifs, un peu comme si il n'y a plus de pic. Enfin, je parle vraiment, je prends des précautions. Attendons encore quelques semaines pour voir, comme si on pouvait effectivement contenir la maladie. Okay. Alors, moi, je ne dis pas qu'il y a un grand effort de communication. Je dis simplement que l'effort que j'ai vu hier venant du ministre de la Communication est assez louable. Ceci dit, il y a encore, à mon avis, énormément d'actions qui restent à être faites dans le domaine de la communication. Mais on a vu quand même ici dans ce pays, de 84 à 87, ils peuvent demander à l'UNICEF, etc. Il y a eu d'énormes efforts pour communiquer les questions de santé publique à travers le programme élargi de vaccination. On ne parle même pas, à vrai dire, de communication, on parle d'appropriation par les populations de questions importantes. Et je crois que Ebola, c'est une de ces questions vitales. On va parler de comment réussir la riposte, mais j'aurais vraiment souhaité qu'on insiste sur un point. Franchement, c'est un peu la sanction. Il y a eu un premier cas, il n'y a pas eu de sanction. Il y a eu d'autres cas, il n'y a pas eu de sanction. Est-ce que si on ne situe pas les responsabilités, le gouvernement va se fermer dans ce engrenage? Il va y avoir un 6e cas, un 7e cas, un 8e cas. Au moins qu'on situe les responsabilités. Moi, j'ai vu un communiqué du porte-parole, Blaise, qui disait que... il a commencé à communiquer. Oui. Ouais, mais pourquoi? Il a le droit aussi. Ah, bien sûr. Oui. Non, j'ai vu un communiqué disant que les... d'abord... Parler du conseil spécial du président, oui. Pas de Blaise Compaoré. Non, Dieu manga. Donc, qui disait... Voilà, donc, qui disait que, disons, qui utilisait l'expression de négligence coupable, et qui disait qu'il y aura des sanctions. Donc, je pense que c'est admis pour tout le monde qu'il faut sanctionner, il faut être rigoureux, il faut chercher à comprendre, ne pas faire que ça, ce qu'on a dit. Mais je pense que la logique est partagée par tout le monde. La sanction est obligatoire pour ce cas. Le premier cas est différent parce que, à la limite, c'est une dame qui a été présentée ses condoléances, mais cette fois-ci, c'est une structure sanitaire et de renommée. Parce qu'il y a Ebola au Mali, mais personne ne peut dire qui est responsable. Il y a un dispositif qui a été mis en place. Non, il y a un cas zéro. Le patient zéro. C'est pas la chauve-souris de Zéro-Corée, ça c'est ça. On sait bien, c'est ce cas-ci, comment est-ce qu'il est rentré ici? C'est clair. On est allé chercher un malade d'Ebola en Guinée pour l'amener. Il s'est installé. Non, pardon, je vais terminer. Il y a un rapport officiel de l'OMS qui dit qu'il a été conduit ici par son fils. Son fils l'accompagnait, c'est vrai. Mais c'est une voiture qui a quitté Bamako pour aller le chercher et l'amener. Maintenant, on parle de communication autour de la table. C'est vrai, c'est bien de communiquer. Mais on a beau communiquer, on a beau faire des communiqués dans toutes les langues au monde. Si demain, quelqu'un d'autre, un malade peut rentrer tranquillement, traverser la frontière, ça sert à quoi? C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'on sache exactement qui rentre et qui sort. Qui se porte bien en rentrant au Mali, qui est malade en rentrant au Mali. Si on ne trouve pas cette solution, il n'y a rien à faire. Et surtout que cette polyclinique, elle est connue.
C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'il y a des trucs comme ça dans cette clinique. Hein. Bon, cette fois-ci, on est sur Ebola. Surtout que la contrainte, on a écouté le professeur Sow qui disait qu'il y a des médecins qui avaient été formés pour la riposte anti-Ebola, mais qui sont en train de fuir, qui sont en train de détaler. Il faut peut-être leur retirer la blouse. Et tout cela, peut-être, c'est l'ordre des médecins qui est interpellé à ce niveau-là. C'est un peu ça dans toutes les épidémies qu'on ne maîtrise pas, dont on ne connaît pas vraiment, pas forcément les origines, mais comment les maîtriser. Vous savez, la peur, s'il y a un coup de pétard autour de ce plateau, Madame Tia ne va pas se sauver, mais Alexis et Bakan vont disparaître. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Si. C'est-à-dire que ça a paniqué tout le monde. Je vais vous expliquer. Moi, le soir, je suis allé voir à la clinique Pasteur, par exemple. J'ai vu des policiers qui étaient là, qui étaient en train de fumer. Il me dit, mais pourquoi vous fumez? Il dit non, que lui, il n'a pas l'habitude de fumer, mais il a allumé la cigarette parce qu'il pense que ça peut empêcher Ebola de l'attaquer. Les chauffeurs de taxi ont détalé tout. C'est-à-dire que la peur, c'est quelque chose d'humain. Il faut pouvoir la maîtriser, c'est vrai. Les médecins sont revenus dans la clinique, vous avez vu. Mais à mon avis, quand on a parlé d'Ebola, la manière d'annoncer le cas d'Ebola à la clinique Pasteur, ça fait peur à tout le monde. Donc il y a une panique au départ, mais là je crois que les choses sont en train de rentrer dans... Il faut éviter de stigmatiser, je crois, le corps médical. C'est lui qui a payé le plus lourd tribut à la maladie. Non, je ne vais pas stigmatiser, c'est le professeur Sow qui l'a dit sur un plateau que des médecins ont détalé. Je ne parle pas de vous, mais à Bamako, presque partout, on entend que les médecins fuient. Franchement, si j'avais mon fils qui était médecin infirmier, il n'a pas de gants, il n'a pas de masque, il n'est pas exposé au traitement de Ebola, moi je ne m'en voudrais pas qu'il fuit. En tout cas, je préférerais plutôt qu'il fuit plutôt qu'il vienne contaminer la famille. Donc, mais il faut quand même qu'on sache que c'est le corps médical qui a payé le plus lourd tribut à la maladie. En Guinée, ils sont 43 à être morts. Aucun segment de la société n'a payé un aussi lourd tribut. Mais les médecins, la riposte de Ebola ne vient pas ex nihilo. Et je croyais que c'était ça l'avantage que nous avions, nous, au Mali. C'est-à-dire, on a vu les pays voisins être exposés à ça depuis plus longtemps. Et depuis plus longtemps, on aurait pu avoir effectivement une stratégie de riposte. Maintenant, je crains une autre chose, c'est la récupération par les tradithérapeutes ou les faux marabouts du truc de l'épidémie, parce que je vois déjà dans des SMS, on est en train de nous dire qu'il faut un peu de Nescafé et de l'oignon pour être guéri de Ebola, et je pense qu'il va falloir que les autorités soient très très fermes par rapport à toute communication sur les radios liées par les tradithérapeutes sur leur capacité à soigner Ebola, et je crois qu'il va falloir aussi effectivement encadrer les prêches pour que quelqu'un ne vienne pas nous dire oui, il suffit de prononcer la ilaha illallah 3 fois pour éloigner le virus. Ok, on parlait d'un certain nombre de pays qui ont eu à connaître le virus Ebola. On va tenter d'en savoir la perception en Afrique centrale avec notre correspondant sur place, Ismaël Lobiangé. Ismaël, bonsoir. Bonsoir Sekou, bonsoir à tous les invités sur le plateau. Voilà, au-delà de l'épicentre, la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria, dans une moindre mesure, le Sénégal, le Nigeria sont aujourd'hui saufs, mais on oublie également que des pays d'Afrique centrale, dont le Gabon, ont eu à connaître le virus Ebola. En 1996, on se souvient encore qu'au moins 66 décès avaient été enregistrés dans la partie nord du pays, dans la partie nord-est du pays, des décès essentiellement dus au virus Ebola. Entre 2001 et 2002, la fièvre hémorragique Ebola avait tué 11 personnes dans la même région. Un plan national de contingence anti-Ebola avait été alors mis en place par les autorités sanitaires du pays. Cela se caractérisait par la mise en quarantaine des premiers cas détectés et mis aussitôt sous traitement. Et depuis lors, on ne parle plus d'Ebola au Gabon. Scientifiquement, mes modestes analyses de journalistes ne me permettent pas de dire comment tout ceci a fonctionné. Le Gabon, je le sais, dispose d'un centre international de recherche médicale de haut niveau avec des spécialistes des maladies virales. D'ailleurs, ce centre vient d'identifier le virus d'Ebola, responsable de l'épidémie qui a touché la République démocratique du Congo voisine en août dernier. Sékou Tangara.
Voilà, Alexis Calabri, cette dernière partie concerne beaucoup plus les téléspectateurs. Souvent, on n'a pas à rougir, on n'a pas à avoir honte que le virus Ebola ait été déclaré dans un pays comme le Mali, puisque d'autres ont eu à connaître. On a dit le Sénégal et le Nigeria sont aujourd'hui saufs. Là également, il faut souvent insister là-dessus. Ce n'est pas une fatalité, Ebola. Oui, on l'a dit au début, Adam l'a dit, il y a deux choses. D'abord, dire la vérité sur ce qui se passe, dire aux gens que la maladie est grave et très mortelle, mais qu'il y a des méthodes de prévention. Souvent, il y a juste des méthodes personnelles pour se prévenir, pour ne pas contaminer les autres. C'est-à-dire informer sérieusement et ne pas créer la psychose. Tout en ne créant pas la psychose, je pense que c'est faisable, mais ça ne va pas, c'est pas en voulant cacher la vérité qu'on peut, disons, résoudre le problème. Il y a des mesures radicales. La première mesure qui me paraît importante, c'est d'expliquer effectivement sur toutes les radios, d'expliquer partout que c'est pas parce que vous avez la fièvre que vous avez Ebola. Parce que ce que vous avez eu dans d'autres pays, vous avez vu les cas de la Sierra Leone et du Libéria, c'est qu'on a été obligé de décréter des jours fériés pour aller fouiller dans les maisons pour pouvoir sortir les corps, parce que dès que quelqu'un meurt, on a peur de savoir que c'est Ebola. Ça, c'est fondamental. Ensuite, il faut quand même pouvoir remonter la filière. C'est-à-dire que si vous avez 400, aujourd'hui on a quand même 444 personnes qui sont en observation pour avoir été plus ou moins en contact avec ce patient guinéen. Il faut qu'on ait les moyens de les suivre jour par jour, chaque heure, pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Il y a un médecin, vous parlez des médecins qui ont payé un loup tribut tout à l'heure, qui est sous observation, qui est infecté mais qui n'est pas décédé. Savoir ce qui se passe, mais avoir de la rigueur, avoir des mesures radicales pour dire non, vous ne sortez pas, non, vous êtes en isolement. Être en isolement, c'est être en isolement. Je pense que c'est fondamental. Makankone. Non, je crois que, comme il l'a dit, en fait, il faut d'abord prendre ça très au sérieux. Je ne suis pas d'accord quand on dit de ne pas créer la psychose, on ne peut pas empêcher à ce que les gens paniquent. C'est Ebola. La psychose peut plus faire mal qu'Ebola. Non, c'est Ebola. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. peut faire mal que l'incurie. Non, pas tout ça. Pour qu'il n'y ait pas de psychose, il n'y ait pas tout ça, il faut que nous-mêmes nous sentions qu'on sente qu'il y a quelque chose qui est fait effectivement contre la propagation de la maladie. Aujourd'hui, c'est clair qu'on ne se leurre pas. On n'est pas en mesure de savoir tous les gens qui sont rentrés en contact avec l'imam décédé. Ça, c'est clair. C'est très clair. Personne ne peut vous dire aujourd'hui que tous ceux qui ont eu un contact direct ou indirect avec l'imam sont en observation. Non. Le jeune Diarra, paix à son âme encore, on ne peut pas vous dire exactement que tous les gens avec qui il est en contact, on m'a même dit qu'il y a des parents à lui qui sortent, qui viennent. Comme on dit par rapport à ceux qui sont allés chercher l'air malade, notamment le jour où la clinique a été mise sous quarantaine. Donc c'est cela. Il faut qu'on ait ces moyens, il faut qu'on soit sérieux par rapport à cela. Puis il faut qu'on dise la vérité aux gens. Ne pas dire simplement, bon, non. Okay. Ebola, c'est une maladie grave, elle est très grave. Mieux que ça. Moi, j'ai dit à un moment que même par rapport, on ne prend pas de disposition pour éviter les rassemblements et tout. Il y a tout ça. Les gens vont prier à la mosquée, on va au stade, il y a un match mercredi. Quelle disposition on prend par rapport à ça? Il y a que les élèves vont à l'école tous les matins. Est-ce qu'on dit aux écoles, au niveau des établissements, est-ce qu'on dit aux enseignants, aux responsables d'établissements, faites ceci aux enfants, faites cela? Il y a beaucoup de leçons modèles. Non, mais on est tous des parents d'élèves. D'accord. Non, on est tous des parents d'élèves. On va faire réagir Adam, on te redonne la parole. Tout ce qui dit, c'est ne serez pas la mère, faites ceci, ne faites pas cela. Non. C'est quand même des enfants. C'est ce qui est sérieux. Deux choses. La psychose. Je pense qu'on vainc la psychose le jour où la population sait exactement comment cette maladie est transmise et comment elle n'est pas transmise. Et pour cela, les sketchs ou les petites annonces qu'on voit à la télé, j'en ai vu une hier qui était quand même extraordinaire. En cas de, si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a une fièvre brutale, suivi de vomissements, suivi de décès,
contacter le truc. Mais personne ne va attendre que tous ces symptômes se développent. Et donc c'est quand même extrêmement important le message qu'on envoie. Et puis la télé et les médias radio, journaux ne suffisent pas. Les écoles, les espaces de marché sont, par exemple, de très grands vecteurs de communication que l'on doit utiliser. Voilà. Et oui, et de communication qu'on doit utiliser cette fois-ci, parce que, franchement, j'entends qu'il y a des gens qui sont en surveillance, qui sont partis. On ne transmet Ebola que quand on est malade. Donc une personne qui est capable de sortir et puis de partir au marché, etc., normalement, s'il n'est pas malade, ne peut pas transmettre de trucs. Mais, donc, par rapport à la psychose, c'est l'information qu'il faut apporter. Mais lutter contre la psychose n'est pas forcément mettre en place une stratégie efficace de riposte contre le sida, contre Ebola. Ouais. Et je crois que c'est ça notre défi. C'est-à-dire que de quoi nos structures de santé sont capables aujourd'hui, quels sont leurs moyens, quelle est la posture du gouvernement. Est-ce que c'est de nous dire toute la vérité et le dire tous les jours sur l'épidémie Ebola, ou bien est-ce qu'on va faire un peu en Guinée et ne parler que quand ça devient vraiment une épidémie hors de contrôle. Et dire aux populations que tout saignement n'est pas signe d'Ebola. Parce que l'autre jour, on passait personnellement vers le Raïda, il y a une dame qui saignait du nez. Puisque quand le soleil tape trop fort, il y a des personnes qui saignent du nez. Elle était dans une Sotrama et puis bon, elle a été abandonnée sur voilà. Ça te prouve que ça te prouve qu'on pense, on pense qu'on communique, on ne communique pas. Aujourd'hui, peut-être ce n'est que 5 à 10% de la population malienne qui peuvent t'expliquer les symptômes d'Ebola, donc on ne communique pas. Ok, on reste toujours sur Ebola. La Confédération africaine de football, CAF, a insisté. Mais le Maroc est resté sur sa position. Le royaume chérifien a maintenu donc sa demande de report en 2016 de la CAN, initialement prévue du 17 janvier au 8 février 2015. Finalement, c'est la Guinée équatoriale qui abritera la biennale du football africain. Le désistement du Maroc est différemment commenté à Rabat. Nous écoutons ici quelques réactions. Si on s'en tient strictement à l'argumentation sur le virus, il y a eu un certain nombre de choses qui semblent bizarres, le maintien des vols, l'hébergement d'équipes issues des pays touchés ici, juste à côté de nous d'ailleurs. Ça rend la chose un peu compliquée à comprendre parce qu'on a l'impression que cet argument ce problème aurait pu être géré. Voilà, c'est l'impression qu'on a. Il y a un déficit économique important. Parce que bon, il y a un manque à gagner pour pas mal de sponsors nationaux, de fournisseurs aussi, parce qu'il y a quand même toute une machine qui s'est mise en branle et qui à 1 mois et demi de la compétition s'arrête. Le Maroc, sur le plan juridique, nous paraît assez bien placé, dans la mesure où l'article 90 du règlement intérieur de la CAN prévoit que la sanction maximale qui puisse être appliquée à un pays qui se désiste, et qui je dis bien qui se désiste, or là il s'agit d'un simple report, la sanction maximale est une amende de $50 000. Voilà, Alexis Kalambiri, si on suit bien la logique du Maroc, c'est comme si le pays a fait le choix entre la CAN et la santé. La santé plutôt que la CAN. Oui, a priori, mais alors au début, on est tenté, disons, d'approuver la démarche marocaine en disant la meilleure solution, c'est toujours, disons, la prévention et la prudence. Mais en même temps, comme ils ont dit, il y a les échanges qui continuent, les Guinéens ont fait toutes leurs rencontres au Maroc et puis il y a d'autres regroupements qui sont prévus avant la CAN. Donc l'argumentaire est très mince. Oui, Makankone. Moi, je soutiens le désistement du Maroc. Non, moi, je soutiens carrément cette décision du Maroc et je crois que c'est très, très responsable. C'est clair, c'est de ça qu'on parlait. Parce que c'est pas comme les matchs aller-retour, une équipe et tout. C'est quand même un grand monde qui va rentrer dans le pays. Et rien ne un Malien peut, excusez-moi, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'ici, compte tenu de... Le Mali n'est pas encore qualifié. Non, je veux dire, non, c'est un exemple. Compte tenu du fait que, de ce dont on parlait tout à l'heure, il est peut-être possible que
quelqu'un qui a été mal contrôlé ou qui a un rapport avec un imam, un autre imam et tout, je ne le souhaite pas, aille au Maroc, qu'est-ce qu'il éprouve ça? C'est la prévention, et puis ils ne jouent pas avec la vie de leur population. C'est très simple. Maintenant, de l'autre côté, c'est que la CAF, elle ne se soucie que de sa poche. Elle ne s'est pas souciée de la vie des Marocains. Les Marocains ont mis en avant la vie de leur population avant le football. Et c'est responsable, c'est très responsable. Moi, je soutiens ça. C'est responsable, souverain. Vous avez dit la CAN ou la santé. Ouais. Moi, je dirais la CAN et la santé. Ah bon? Oui, il fallait peut-être décaler ça. Si vous prenez à Bamako, par exemple, à Bamako, il y a une conférence internationale qui devait se tenir dans une semaine. Elle a été annulée. Elle a été reportée. À cause de la situation, voilà. Donc je pense qu'il fallait peut-être reporter la rencontre, surtout que le Maroc ne l'a pas annulé. Oui, voilà. Adam, tiens, sur la question. Oui, non, mais je rejoins Serge. En fait, le Maroc avait demandé un report. Et la CAF n'a pas accédé à ce truc. Et les arguments sont quand même surréalistes. Le Maroc dit, si on reporte d'un mois ou deux, ça nous permet de voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Mali, qui est aujourd'hui zone d'Ebola, était presque pas concerné le jour où la décision de la CAF était prise. Ça veut dire que la CAF ne table pas sur les hypothèses basses, c'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait d'autres pays que ceux qui sont actuellement la proie de l'épidémie, qui soient contaminés avant janvier. Mais si c'est le cas, on fait quoi? J'ai parlé à un responsable de la CAF qui a dit, oui, mais si c'est le cas, on reporte. Alors, on reporte. Si on reporte, ça veut dire quoi? Mais il y a des pays, quand même, les pays organisateurs investissent énormément d'efforts pour que ça puisse se tenir à date. L'appeler 10 jours avant le truc pour dire, bon, il y a des épidémies dans 15 pays au lieu de 3, on ne peut pas faire, ce n'est pas nécessaire. Donc, je pense que le principe de précaution devait prévaloir, et le Maroc l'a utilisé, et la CAF, curieusement, ne l'a pas fait. Alexis n'est pas d'accord. N'évacuez pas d'une simple pichenette les arguments de la CAF. C'est-à-dire, il s'appuie sur d'autres faits. Qui sont que il y a un de ces faits, c'est que la CAN n'avait pas été reportée depuis l'édition de Khartoum 57, par exemple, l'édition du Soudan. C'est une question d'annonceur de tout, c'est tout. Ok, on laisse Alexis. Oui, et je connaissais pas ça, mais l'argumentaire c'est que il y a une rencontre, je sais pas, la Coupe du Monde de clubs qui se tient au mois de décembre. Il y a que la desserte avec certains pays n'a pas été stoppée. Il y a que, disons, le trafic des gens n'a pas cessé. Donc, je pense que c'est des arguments qui sont valables et qui ne militent pas en faveur du Maroc. C'est un peu intriguant. Voilà. Oui. Mais alors, donc le Maroc te dira, oui, je n'ai pas arrêté, le Maroc n'a pas arrêté la desserte avec ce pays parce qu'il y a un système de contrôle assez rigoureux. Et que je ne peux pas faire lorsque je reçois 100 000 personnes venues pour la compétition et puis dans 16 pays. L'argument de la coupe des clubs n'est pas un bon argument parce qu'il y a combien d'équipes africaines actuellement qui sont en train de participer à cela. Quand on parle de CAN, on parle de combien de pays? Le danger n'est pas les équipes, c'est les supporters. Oui, mais alors... Et c'est pas fermé aux supporters africains. On parle de quel... Mais ce qui se passe, c'est que les équipes viennent avec leurs supporters en général. Bien sûr. Ok. Et puis, bon, l'autre chose, c'est que, bon, le Maroc a simplement s'est dit, tiens, je tire plus de revenus du tourisme que de la CAN, parce que ça c'est aussi l'autre chose. Les pays perdent avec la CAN, c'est que la CAF qui s'enrichit avec la CAN, et je ne peux donc pas, si tu veux, prendre le risque de perdre mes touristes avec l'argument Ebola. C'est une affaire de santé publique. C'est une affaire de santé publique. Vous avez vu par exemple, le Mali a fait le choix de ne pas fermer sa frontière avec la Guinée. Le Sénégal, c'est sans état d'âme. Ils ont fermé une frontière. Okay. C'est une question de santé. Avec le Mali. Oui, mais c'est une question de santé publique. Et le Maroc demandait le report.
pas l'annulation. Et moi, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Ok. La décision du Maroc est souveraine, responsable. La CAF a été quand même un peu dure, puisque dans tous les contrats sérieux, il y a une clause qui prévoit les cas de force majeure. Ebola, peut-être, pouvait être interprété comme un cas de force majeure, non? Non, bien sûr. Moi, bien sûr, pour rebondir un peu, pour revenir un peu à la Coupe d'Europe, à la Coupe des clubs, de confédération, à la Coupe d'Afrique, c'est pas la même chose. Non seulement chaque équipe vient avec ses supporters, et même des supporters. Nous, par exemple, on s'était organisé, si la CAN était au Maroc, on allait venir avec des amis à moi, Dra et tout. Donc, c'est pas la même chose. Même si le Mali n'est pas qualifié, il y a des Maliens qui aiment le football, qui vont. Et qui vont. Donc, c'est beaucoup plus de monde. Tu n'es pas sûr de la fiabilité des contrôles de tous ces supporters au lieu à l'aéroport de départ. C'est cela. Mais maintenant, le Maroc et tout, ça c'est la responsabilité des Marocains qui veillent à la santé de leur population. Je reviens sur ça. Donc ils sont sûrs que les gens qui rentrent au Maroc, c'est pas comme au Mali, à Kouré-Malé. Les gens qui rentrent au Maroc, ils sont bien contrôlés. On ne peut pas rentrer au Maroc aujourd'hui si tu as Ebola. Okay. Le Maroc quand même a tranché, la santé plutôt que la CAN. Le réalisateur me fait signe qu'on a 5 minutes pour boucler l'émission justement avec le Burkina Faso. Une nouvelle étape significative donc qui s'ouvre vers le retour à un régime de transition qui vient donc de s'ouvrir avec l'annonce par les militaires du rétablissement de la Constitution. Selon le lieutenant-colonel Zida, cette décision permettra d'engager le processus de mise en place d'une transition civile et d'envisager le retour à une vie constitutionnelle normale. Makan connaît les contours de cette transition civile se dessinent de jour en jour. Oui, tout à fait. Je crois qu'ils ont signé la charte cet après-midi. Il y aura un président civil d'ici lundi ou plus tard, on nous a dit. Parmi lesquels il y a 2 confrères que je salue. Je salue particulièrement l'un d'eux, ça c'est un grand frère que je connais personnellement, Chérif Sy. Et Ahmed Niton Bari aussi. Oui, qui est tous mes mais Chérif Sy, c'est mon grand frère particulièrement. Et puis bon, j'ai dit les 2 confrères qu'on salue, auxquels on souhaite vraiment bonne chance. Mais je crois que le Burkina... en même temps. Non, on souhaite à tous les 2 bonne chance. Mais je crois que le Burkina nous a quand même donné une leçon à toute l'Afrique en fait. C'est pas comme chez nous il y a 2 ans. Quand les militaires ont fait un coup d'État, on n'a pas pu trouver de solution, on a traîné et tout. Mais les militaires, aujourd'hui, avec le peuple burkinabé, ils travaillent, ils ne comptent pas sur l'extérieur. Ils sont en train de se mettre d'accord. Ça nous prouve à nous, Africains, que... Par exemple, les Burkinabés ne se sont pas transportés pour aller dans une autre capitale. Et puis, personne n'est venu imposer son dictat. Le monsieur, il a dit de façon très courtoise à l'Union africaine, votre délai, c'est votre délai, nous, on avance. Vous savez, quand les gens sont honnêtes, ça se sent. Le monsieur, on a vu qu'il était honnête, il a avancé, les gens qui l'ont écouté. Donc là, on souhaite que le Burkina s'en sorte très bien. Franchement, c'est honnête, vous lui donnez un chèque en blanc. Les Burkinabés ne seront pas... La charte délimite quand même le champ et ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que pour les postes clés, il est dit ne pas appartenir à un parti politique et ne pas avoir ardemment milité pour l'abolition de l'article 37. Donc, non, ils sont représentés il y a un truc qui parle de... Ça se passe très bien. Les partisans, l'ancien parti de Blaise a fait un communiqué en disant, de Blaise Compaoré a fait un communiqué pour dire nous nous sommes trompés de jugement. Oui, c'est très modeste ça. Mais ce qui était important, c'est aussi les militaires. Contrairement au Mali où il y avait des politiciens derrière les militaires, là-bas, il n'y avait pas de politiciens derrière les militaires. Parce qu'il y a un plan de carrière dans l'armée du Burkina Faso. Donc ils ont finalement trouvé ce que je disais la dernière fois, c'est une solution juridico-politico-militaire où ils vont choisir un président entre un évêque, entre 2 journalistes et entre une grande dame reconnue pour son honnêteté. Donc la transition... Et un diplomate. La transition va se mettre sur les rails. Ce n'est pas comme ici où à un moment, les militaires ont dit, bon d'accord, on rétablit la Constitution, Dioncounda Traoré devient président de transition, mais puisqu'il ne pouvait pas organiser les élections au bout de 40 jours, nous allons reprendre. Le Burkina, c'est un pays sérieux. Et encore une fois, c'est la preuve. Oui, Yadam Tcham. Je crois qu'il ne faut pas faire le parallèle entre mars 2012 au Mali et le 31 octobre à Ouaga. Si on cherche un parallèle, peut-être il faut faire le parallèle entre mars 1991 et le 31 octobre. C'est-à-dire qu'en mars 2012, c'était un coup d'État ici. Et puis, ça n'est pas fini. Voyons voir au Burkina qui va assumer réellement le pouvoir. Parce que Serge, la semaine dernière, a largement évoqué l'hypothèse du bicéphalisme avant de se rétracter, mais moi je reconduis entièrement cette hypothèse. Le défi au Burkina va être
de mettre fin, si tu veux, à l'espèce de bicéphalisme qui est en train de naître entre une armée qui n'a jamais quitté le pouvoir et des civils qui sont effectivement... clarifier ce point-là. Est-ce que vous craignez le fait qu'on fasse du Compaoré sans Compaoré pour reprendre le président Konaré? Par contre, on peut faire du Compaoré avec Zida. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'il ne faut pas mettre les militaires à la touche. Dire aux militaires, allez dans les casernes, c'est terminé, ce n'est pas possible. On l'a dit tout à l'heure. Mais je pense qu'en acceptant un président civil, les choses devraient pouvoir bien se dérouler. Okay. Non, ils ont déjà dit ça, ils sont d'accord, c'est clair. Oh, mais pour une fois que Serge a fait une très bonne analyse, c'est-à-dire un risque de bicéphalisme, il ne faut pas qu'il se rétracte. D'accord. Pour une fois. Oui, pour une fois. Non, ça fait 2 fois. Et c'est donc sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Aram Thiam du Républicain, Alexis Calambri des Échos, Bakan Koné de Nouvelle Libération et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.